Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News sur Africa 24. Au sommaire de l'actualité, fin de la tournée africaine du secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui s'est rendu ce jeudi 11 août au Rwanda. Une dernière étape qui lui a permis d'alerter sur le risque d'instabilité régionale face aux tensions diplomatiques entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. 3 700 milliards de francs CFA, c'est le montant des soldes engagés non décaissés à disposition du Cameroun, des fonds qui devraient être totalement utilisés d'ici 2025. Pour tenter de respecter ce délai, la Caisse autonome d'amortissement annonce l'élaboration d'un document de suivi. Et enfin, le défi de l'urbanisation au cœur des réflexions, la croissance de la population urbaine et l'extension des villes africaines cristallise les inquiétudes. Le centre de réflexion américain, le Charter Cities Institute, s'est proposé de suggérer des solutions à cette problématique. Mais d'abord, dans l'actualité au Sénégal, le député Pape Diop a rejoint la coalition présidentielle ce jeudi 11 août. Il faisait partie de l'un des 3 députés qui n'étaient ralliés à aucune des deux coalitions principales. Ce ralliement permet à la coalition présidentielle d'atteindre la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Pour rappel, le pays est toujours dans l'attente de la décision de la Cour constitutionnelle quant aux résultats définitifs des législatives depuis l'annonce des résultats provisoires le jeudi 4 août dernier. Il s'agissait donc ce jeudi de la dernière étape de la tournée africaine d'Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine qui était au Rwanda après s'être rendu en Afrique du Sud et en République démocratique du Congo. Le secrétaire d'État américain a été reçu par le président rwandais Paul Kagame, entretien à la suite duquel il a mis en garde contre le risque d'instabilité régionale. Reportage de Fraterne Dacia Yisanga, notre correspondant à Kigali. Après sa rencontre avec le président rwandais Paul Kagame, Anthony Blinken, accompagné de son homologue rwandais Vincent Biruta, ont donné une conférence de presse. Le chef de la diplomatie américaine a d'abord révélé que l'objet de sa visite était le renforcement des relations entre les États-Unis et le Rwanda et surtout la recherche des solutions pour une réduction des tensions dans la région des Grands Lacs. Nous avons aussi discuté du fait que certaines informations confirment que le Rwanda soutient le M23, un groupe rebelle basé à l'est de la haie du Congo. Nous reconnaissons également les allégations du Rwanda selon lesquelles il y a une collaboration entre le FDLR, un autre groupe rebelle basé au Congo, et les forces armées congolaises. Mon message aux 2 présidents cette semaine est le même. Chaque soutien à un groupe armé en haie du Congo met en danger les communautés. Chaque pays doit alors respecter l'intégrité territoriale des autres. C'est ça le message des États-Unis d'Amérique pour tous les pays. Le secrétaire d'État a fait savoir que les États-Unis étaient préoccupés par l'état de la démocratie et les droits de l'homme au Rwanda, notamment la détention de Paul Rusesabagina, la star du film hollywoodien Hotel Rwanda. Ce Rwandais résident des États-Unis a été arrêté en 2020 et condamné à 25 ans de prison pour terrorisme. À propos du cas de Paul Rusesabagina, nous on n'a aucun souci. C'est un Rwandais qui a commis des crimes de terrorisme que tout le monde connaît. Il a fondé un mouvement rebelle qui existe toujours et qui a massacré des gens. Il a été arrêté, jugé et mis en prison selon les lois en vigueur au Rwanda et au niveau international. Pour nous, le dossier est clos. Il est en prison comme tous les autres criminels. À Kigali, Anthony Blinken a déclaré que les États-Unis sont préoccupés à la suite du rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur le soutien du Rwanda au M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, sans toutefois condamner ouvertement le gouvernement rwandais. Toujours dans l'actualité, Daesh revendique l'attaque de la prison centrale de
Butembo en République démocratique du Congo. Une attaque qui a eu lieu le 10 août et qui a permis l'évasion de près de 800 détenus. Les autorités avaient déjà indexé les rebelles des forces démocratiques alliées ADF, considérés comme la branche Afrique centrale du groupe terroriste. Notons que parmi les prisonniers évadés figurent des condamnés à mort, des miliciens, des terroristes et 12 épouses de certains commandants ADF selon l'armée congolaise. Le Cameroun pourra-t-il atteindre son ambition d'émergence à l'horizon 2035 ? Rien n'est gagné puisque l'implémentation de plusieurs projets structurants piétine. L'Afrique en miniature totalise en effet des soldes engagés non décaissés évalués à plus de 3 700 milliards de francs CFA. Une enveloppe gigantesque mais à peine 3 années pour l'absorber. Explication avec Marie-Joëlle Mbalou. D'ici à 2025, le Cameroun devrait avoir totalement utilisé le fonds de 3 746,9 milliards de francs CFA destiné au financement de plusieurs projets structurants. Selon la Caisse autonome d'amortissement, organe régulateur de la gestion de la dette au Cameroun, il faudrait décaisser en moyenne plus de 900 milliards de francs CFA par an, en 4 ans. Or, sur les 2 années précédentes, les décaissements annuels sur prêt projet n'ont pas excédé 450 milliards de francs CFA. Tout projet, avant qu'on ne le passe à la grille de vérification du processus de maturation, doit d'abord être inscrit à ce qu'on appelle la BPG, c'est-à-dire la banque des projets du gouvernement. Votre projet, est-ce qu'il a atteint le stade de maturation? On va donc passer en revue. Est-ce qu'il y a la déclaration d'utilité publique, attestation de disponibilité du site, le décret d'expropriation ou tout autre acte d'acquisition du terrain? À 57,7%, ces soldes engagés non décaissés SENS sont liés aux conventions de financement signées avec les bailleurs de fonds multilatéraux. Le Cameroun devrait entre autres décaisser 1064,9 milliards de francs CFA auprès de la Banque mondiale, 18,6% de prêts signés avec les partenaires commerciaux, dont 189,4 milliards de francs CFA auprès de la Banque industrielle et commerciale de Chine. Si on passe donc ces 12 grilles de lecture par rapport à votre projet pour savoir s'il a atteint la phase de maturation et que ça n'est pas le cas, on va malheureusement se retrouver dans une situation telle que le montant des soldes engagés non décaissés va augmenter, tel que nous sommes en train d'observer et de le déplorer en même temps. Pour enchérir à la note de la CAA, les médias locaux estiment qu'il faudra tout au plus 9 années au gouvernement du Cameroun pour pouvoir absorber totalement le SENS de plus de 3 700 milliards de francs CFA issus des projets en cours de négociation. Des lenteurs administratives dans le processus d'exécution des projets de l'État qui portent un coup à l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. La problématique du financement des infrastructures à présent, le continent souffre chaque année d'un déficit d'investissement s'élevant à 108 millions de dollars, mais qui pourrait être pallié par une levée de fonds de 2000 milliards de dollars dont disposent certains fonds d'investissement tels que les caisses de dépôt en Afrique. Seule difficulté, le continent peine à trouver des investisseurs institutionnels dans le domaine. Nathalie Mou. Le déficit des investissements en infrastructures de l'Afrique s'élève à 108 milliards de dollars chaque année. Pour son essor, le continent doit investir massivement dans l'énergie, les transports, les TIC, la santé, l'eau et l'assainissement. Les fonds de pension, assureurs, fonds souverains et caisses de dépôt africains disposent de 2000 milliards de dollars d'actifs capables de financer le développement. Cependant, la levée de fonds pour les infrastructures fait encore face au manque d'opportunités bancables, selon la Banque africaine de développement. Il y a quelques cas où on a vu les investisseurs institutionnels investir dans l'infrastructure africaine, mais pas suffisamment. Ce que nous voulons maintenant, c'est d'augmenter sensiblement ce montant-là. Et nous avons bon espoir que les initiatives comme le Forum des investisseurs souverains africains, Salian Africa 50 et la Banque africaine de développement pourront en fait dynamiser ce domaine-là. Et je pense aussi que quelquefois, quand il y a des leaders qui montrent la voie, peut-être que les autres vont suivre et c'est notre espoir. En Afrique, les investisseurs institutionnels préfèrent injecter leurs fonds dans les titres publics, un choix qui malheureusement a pour effet de maintenir l'endettement public des États. Le Fonds Africa 50 propose des solutions pour accélérer l'investissement dans les infrastructures par la dynamisation des partenariats publics-privés portés par une forte volonté politique des dirigeants africains. Quand nous avons des discussions, notamment en dehors de l'Afrique, sur les questions d'infrastructure, c'est plus impactant
quand nous nous présentons comme une structure panafricaine qui est soutenue par un grand nombre de pays africains. Et donc c'est un petit peu aussi ça l'objectif de nos créateurs qui avaient dit que la plupart, sinon la quasi-totalité des pays africains devraient soutenir Africa 50. On y travaille. Des experts voient d'un bon œil une implication plus forte du secteur privé dans le financement des projets d'infrastructures en Afrique. Pour contourner les lourdeurs réglementaires, ils préconisent le recyclage des actifs, un instrument pertinent dans le contexte actuel de relance économique. Cette méthode consiste en la vente des actifs d'infrastructures existants à des investisseurs privés. Les villes à charte, solution à l'urbanisation galopante en Afrique, une solution proposée par le Centre de réflexion Charter Cities Institute qui s'est notamment penché sur la question de savoir s'il est possible de faire de la croissance de la population urbaine et de l'extension des villes africaines des facteurs de progrès et d'innovation. Les détails avec Eugène Schéma, commenté par Séverin Doncqueux. L'Afrique devrait compter 1 milliard de nouveaux citadins sur 28 ans, rapporte le directeur exécutif de Charter Cities Institute, Curtis Lockhart, dans une interview accordée à Africa 24 à Marrakech en marge du 14e sommet des affaires États-Unis-Afrique. Si rien n'est fait pour faire face à cette arrivée de nouveaux habitants des villes, les agglomérations pourraient favoriser la criminalité, la congestion, la propagation des maladies contagieuses, entre autres. À l'inverse, en pensant cette urbanisation, les villes pourraient être des centres de croissance. Le concept de ville à charte pourrait aider dans ce cadre. What we're really about is empowering new cities with better governance to lift tens of millions of people. Ce que nous voulons vraiment, c'est donner aux nouvelles villes les moyens d'une meilleure gouvernance pour sortir des dizaines de millions de personnes de la pauvreté, et nous voulons le faire en construisant de nouvelles villes à charte. Une ville à charte n'est qu'une ville nouvelle, une ville à charte n'est qu'une nouvelle génération de zones économiques spéciales. Les villes à charte sont comme les zones économiques spéciales, mais elles ont une échelle de ville, une résidence urbaine et une plus grande autorité déléguée pour établir de nouvelles règles au sein de la juridiction de la ville qui permettra de créer un meilleur environnement commercial. Nous pensons que cela peut être un moyen d'attirer les investissements, de stimuler la création d'entreprises et la création d'emplois et de promouvoir l'innovation de la bonne gouvernance. Tout cela peut aider à relancer la croissance économique dans cette ville et aider les populations à sortir de la pauvreté et à prospérer. L'urbanisation soulève des défis importants pour la planification, la gestion et le financement de la croissance urbaine. Pour Charter Cities Institute, l'administration de la ville de Shenzhen en Chine est un modèle de ville à charte. Elle est passée d'un groupe de villages de pêcheurs en 1980 à une ville mondiale métropolitaine de plus de 20 millions d'habitants aujourd'hui. C'est la troisième plus grande ville économique de Chine après Pékin et Shanghai. Une croissance exceptionnelle en très peu de temps. Qu'a fait Shenzhen? Il a fait deux choses. Il a délégué l'autorité de Pékin et du Parti communiste chinois aux responsables locaux de Shenzhen, ce qui a permis aux responsables d'innover et d'expérimenter de nouvelles politiques afin de créer un environnement commercial plus propice. Deuxièmement, ils ont autorisé 4 réglementations commerciales plus libéralisées et un droit commercial plus libéralisé dans la juridiction de Shenzhen. C'est pourquoi je dis que vous pouvez considérer Shenzhen comme une ville à charte proto et nous voulons nous inspirer de ces modèles de zones économiques spéciales en Chine. D'après les données de la Banque africaine de développement, de l'OCDE et de la Commission économique de l'Afrique des Nations Unies, le nombre de villes sur le continent a doublé depuis 1990, passant de 3300 à 7600. Toujours d'après ces institutions, les villes africaines sont celles qui connaissent la croissance la plus rapide au monde, avec une forte population jeune. Le Gabon a investi entre 2012 et 2017 700 milliards de francs CFA dans l'organisation des 2 précédentes éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Le gouvernement gabonais souhaite désormais rentabiliser l'installation de ces infrastructures et l'une des pistes pour optimiser ces investissements serait de mettre en place des académies sportives. Plus de précision avec Amen Edji. Plus qu'un événement sportif, la Coupe d'Afrique des Nations représente un enjeu pour plusieurs États africains. Entre 2012 et 2017, le Gabon a dépensé près de 700 milliards de francs CFA pour l'organisation de 2 éditions de la CAN. Le pays avait fait le choix de rénover les équipements bâtis lors de la co-organisation avec la Guinée équatoriale de l'édition 2012, allant du stade Franceville dans le Haut-Ogooué, passant par celui d'Angondjé, pour ne citer que cela. Après la compétition, le débat s'est porté sur l'entretien et la rentabilisation de ces infrastructures. Aujourd'hui, ces stades sont entretenus, sont désherbés,
les pelouses sont coupées régulièrement, ils sont propres. La preuve, lors de la dernière CAN au Cameroun, qui a eu lieu de janvier à février 2022, eh bien, vous avez pu vous rendre compte que le stade Ngong Doyem a servi de base de regroupement de tous les supporters nationaux qui allaient assister au match. Et vous avez pu voir les installations étaient tout à fait utilisables, propres et en bon état. Le ministre de la Jeunesse, Franck Nguema, au cours d'une séance d'échange dénommée Parole aux jeunes, a évoqué des actions concrètes en cours pour que le pays puisse optimiser les fonds injectés dans ses infrastructures par le biais des académies sportives. Dernièrement, le chef de l'État m'a instruit de voir de quelle manière ces stades pourraient servir pour le national foot et la reprise du championnat national de football, parce que c'est un investissement important qui a été fait. Et cet investissement, eh bien, il faut l'utiliser pour éviter, bien sûr, qu'il se dégrade. Sur les infrastructures qui ont été construites durant les CAN 2012 et les CAN 2017, je pourrais vous dire qu'il y a des académies de sport qui vont être greffées sur ces infrastructures de la CAN. Même si certaines populations sont toujours restées en désaccord avec cette manne infrastructurelle qu'elles estiment excessive en matière de financement, le pays poursuit sa vision sportive. Cette dernière s'oriente vers l'instauration d'un cadre normatif de groupements sportifs, d'un statut des joueurs et d'un nouveau modèle économique dédié à une politique d'aménagement et au rayonnement international du sport gabonais. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.